Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Nikita Guezel, planteur d'arbres, cueilleur de plantes médicinales et réalisateur indépendant. Bonjour Nikita, Bonjour Benjamin, merci pour merci, l'invitation. merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de tes diverses activités et de ce qui t'a amené à faire tout ça? Ouais, encore merci, hein, pour l'invitation Benjamin. Je suis donc, comme tu l'as dit, planteur d'arbres, cueilleur de plantes sauvages. Alors dans l'ordre chronologique, on va dire cueilleur de plantes sauvages, réalisateur et planteur d'arbres. C'est, j'avais déjà, tu vois, ce lien avec les plantes, de par mon père et de mon premier film qui s'appelle Lavanderos, pour ceux qui veulent comprendre un peu plus profondément le lien qu'on entretient avec les plantes, surtout de la Drôme, mais même du monde entier. Le respect qu'on a pour elles et le profond respect qu'on a pour les plantes et les arbres et la nature en général. Et ensuite, j'en suis venu à faire un film sur la cueillette de plantes sauvages, tu vois, de lavande en particulier, parce que on fait de l'huile essentielle de lavande avec mon père depuis moi enfin lui ça fait 30 ans, 35 ans qu'il doit faire ça, et moi ça fait depuis que j'ai 16 ans, 14, entre 12 et 16 ans, j'ai commencé vraiment quoi. Mais depuis que j'ai 16 ans, j'ai pas raté une cueillette, tu vois, et j'ai 27 ans maintenant, donc j'ai pas mal cueilli de kilos de lavande et de plantes sauvages aussi, mais principalement de la lavande, parce qu'elle est très puissante et très purificatrice. Et puis c'est très méditatif, et puis je préfère faire ça que bosser dans une usine. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait ce film La Vente des Roses parce que j'ai voulu transmettre ce savoir. Je me suis rendu compte que ça n'existait pas, les films avec des cueilleurs de plantes sauvages, enfin, tels que moi je les ai présentés. Et puis surtout, je voulais faire un film. Donc La Vente des Roses, c'est un peu la fondation de mes réalisations, tu vois. C'est c'est mélanger les humains, les plantes, les animaux dans un film. Parce que avant, je regardais beaucoup de docs animaliers, il y avait beaucoup de documentaires sur les humains, beaucoup de documentaires sur à chaque fois un truc, tu vois, mais moi je voulais tout mélanger, et je voulais donner un aspect universel à tout ça, tu vois, avec les étoiles, avec les paysages, les animaux, les plantes et les humains, tout mélanger, quoi. Essayer de se rapprocher au maximum du réel, quoi. Euh, voilà. Et donc, ensuite, il y a eu Carter, le film Carter, et là, j'ai compris l'importance de planter des arbres fruitiers, principalement, parce que, comme quelqu'un l'explique dans le film Carter, les arbres, ils n'ont pas besoin de nous pour se planter. C'est Maxime Rouault qui dit ça, qui est concepteur de forêts fruitières. Et lui, il explique que les oiseaux, les écureuils, ils font très bien ça sans nous. Tu vois, quand ils oublient leur réserve de noisettes, etc. Enfin, les oiseaux, bon, voilà, ils plantent à leur façon aussi. Et donc voilà, j'ai compris l'importance de planter des arbres fruitiers principalement pour nous. Et puis là, cette fameuse phrase, pardon, euh, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Le deuxième meilleur, enfin, le meilleur moment, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah, ça, c'est important, le maintenant, il y a que ça qui existe, quoi. C'est maintenant que tout se passe. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est tout de suite. C'est le seul temps qui existe, c'est le temps éternel, c'est le présent. Et je me mets à planter des arbres après avoir fait ce film, parce que j'ai planté avec ces gens-là qui plantaient des arbres et tout. Et puis maintenant, j'ai compris que c'est très important. Et donc, prochain projet, vraiment que je vais mettre. Le prochain projet, si tu veux, qui va naître, c'est des forêts nourricières un peu partout, là où on peut en planter, quoi. Et ça, c'est en lien direct avec le film Carter, quoi. Recréer des oasis de biodiversité pour les humains, pour les abeilles, pour les animaux, pour la faune, la flore, pour tout le monde, quoi. Après, c'est créer l'abondance pour tout le monde. Mmh. En fait, c'est façonner son environnement pour qu'il soit de manière idéale, à la fois pour tout le vivant et l'être humain à l'intérieur qui vit en harmonie et c'est vrai que dans le film Carter que j'ai pu voir et que je trouve vraiment génial et que j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à aller voir. Et puis en parlant des autres films, vous pourrez aussi trouver le lien, dans la description du podcast, du film La Vente des Roses qui est aussi accessible, sur YouTube. Donc, pour ceux qui souhaitent, vous trouverez tous les liens dans la description des différentes œuvres, de Nikita.
Et c'est vrai que cette approche-là de, concevoir l'être humain au cœur du vivant et de créer cet environnement finalement favorable à tous où, bah, on a tous besoin de se nourrir et en plus, moi qui me passionne aussi pour la nutrition, bah, tout ce qui est, fruits, légumes, graines, noix et cetera, c'est ce qui vraiment va venir, nutritionnellement nourrir le plus le corps donc finalement c'est, renouer avec c'est façonner un environnement idéal pour l'humain et qui en fait respecte les différents règnes du vivant et je trouve ça vraiment génial. Dans ce film, il y a aussi notamment l'idée d'avoir un impact bonifiant autour de soi. Est-ce que tu pourrais aussi nous en parler de cette notion-là? Oui, oui, avec plaisir. Alors ça, je vais rendre à César ce qui est à César. C'est ce terme, c'est Evelyne Adam, donc qui est dans le film Carter, qui est l'inventrice du concept de la Carter, qui est une femme pleine de sagesse avec qui j'ai appris énormément, énormément, et je continue d'apprendre. Euh, et donc l'impact bonifiant, qu'est-ce que c'est? C'est en fait eux, ils le définissent comme ça, Carter ou l'équipe Carter, on va dire. Ils le définissent comme l'amélioration d'un espace par la présence de l'être humain. Donc, amélioration de son environnement en étant là chaque jour. Bon, alors, Evelyne, elle a plein de petits exemples qui sont décrits un peu dans tout le film. Tu vois, elle prend des graines, elle les sème comme ça à la volée. Elle laisse les plantes se ressemer, elle laisse les plantes monter en graines. Euh, euh, elle, elle observe plus la nature qu'autre chose, en fait. Elle observe comment fait la nature et puis nous, on reproduit tout simplement, quoi. Il y a un passage qui est hyper parlant, c'est quand elle va chercher des feuilles mortes, tu vois, un petit drap, et, euh, et donc elle va les mettre dans son potager. Et là, c'est de la matière carbonée, tu vois. Et comme elle a laissé pousser la forêt lui donne l'abondance de feuilles, de matière carbonée. Et comme elle va laisser pousser la friche, je prends un exemple, le genêt, pionnier, de l'azote. Après, on fait carbone-azote. Et puis, en fait, on recrée un humus très vite en paillant, ça s'appelle le paillage perpétuel, qui n'a rien à voir avec la paille, mais qui est simplement une couverture végétale, on va dire, perpétuelle. Et rien qu'en faisant ça, en fait, on reproduit quelque chose qui se fait naturellement dans la nature, c'est-à-dire la nature, elle n'a jamais la terre à nu, en tout cas en hiver. Elle fait toujours en sorte de se protéger avec soit de l'herbe, soit une couche d'arbre, soit une couche de genêt, soit elle va tout faire pour refaire de la matière végétale pour se protéger en fait des rayons du soleil, etc. Et de la chaleur, de la sécheresse, etc. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des problèmes d'inondation, etc., de bien d'autres problèmes par rapport aux pesticides, etc. Mais c'est parce on a détruit les sols et on a détruit l'éponge qui était les forêts. Parce que, comme l'explique aussi Ernst Zürcher dans le film Carter, qui est ingénieur forestier, les paysans ont pris les terres agricoles à la forêt. Ils ont défriché les forêts et ensuite ils ont planté parce que le sol était super riche, super fertile. Sauf que quand on laisse pas le sol se reposer et se régénérer, on épuise le sol. Et après, il y a le phénomène tu sais, les paysans, ils disent les pierres, elles remontent. Mmh. Les pierres remontent. Non, non, c'est pas tes pierres qui remontent, c'est ton sol qui redescend. Donc en fait, c'est parce qu'ils nourrissent pas, c'est parce qu'ils font pas cette couverture permanente sur le sol que le sol s'épuise et en fait, il y a plus de minéraux, donc il faut remettre des engrais dans les sols. Il y a plus de biodiversité, donc il faut traiter les pesticides avec des pesticides, des fongicides et en fait, tout est déséquilibré. Alors que si tu gardes cette observation de comment ça se passe un sol forestier, il est toujours avec ça de feuilles en décomposition au-dessus. Ensuite, après, tu as l'humus et en dessous, c'est grouillant de vie, quoi. Et donc, c'est ramener de la vie, c'est observer comment la nature fait pour conserver la vie et reproduire ça à l'échelle d'un potager, d'une forêt nourricière, etc. C'est un peu ça l'impact bonifiant. C'est une toute petite partie parce qu'après, il y a toute une philosophie aussi de vie, tu vois, dans chaque geste que tu fais, c'est un peu comme en permaculture. Chaque geste que tu fais est réfléchi et c'est un geste qui va sur le long terme, qui va t'émanciper de ce geste, en fait, qui fait que tu n'auras plus besoin de le faire sur le long terme, quoi. Mmh. Donc, c'est juste, voilà, faire ce qu'on appelle du biomimétisme, c'est l'observation de la nature et apprendre de ce qu'elle fait de mieux pour le reproduire. Et en fait, quand on comprend notre place, enfin, quand on comprend ce que la nature fait, on comprend notre place dans la nature et on comprend l'impact bonifiant qu'on peut avoir dans cette nature.
Et à partir de ce moment-là, c'est plus que des solutions qui existent, en fait. Quand tu sais où regarder, c'est un panel de solutions qui s'offre à toi. Et après, voilà, une fois que tu es conscient de ça, tu peux plus l'oublier. Mmh. Quand tu as ouvert les portes, tu peux plus les refermer, les portes de la conscience. Mmh. Et comment ça s'est passé pour toi justement? Parce que j'imagine que, bah, je sais que quand disons, on change son point de vue sur soi-même et sur la nature, enfin, il y a des prises de conscience qui peuvent, il y a des déclics qui peuvent opérer à l'intérieur de nous. Et est-ce que tu as toujours eu ce regard-là par rapport au vivant, à la nature? Ou est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu, quelque chose qui s'est passé et puis, ton regard s'est Heu, transformé? ouais, ça s'est fait sur très longtemps. Ça s'est fait sur 10 ans, je pense. Là, ça va faire 10 ans et j'avais 19 ans. En fait, c'est une rencontre avec les plantes, sacrées, avec une plante sacrée en particulier, puis d'autres par la suite, parce que j'ai compris que c'était un monde tellement vaste qu'on ne peut pas prétendre, savoir, quoi que ce soit, en fait. Tout ce qu'on peut prétendre, c'est qu'on ne sait rien, et à partir du moment où on ne sait rien, on peut se mettre en réception humblement du savoir, quoi. Et donc c'est une rencontre avec l'ayahuasca. Bon, elle a plusieurs noms, mais le plus connu, on va dire que c'est l'ayahuasca, hem, qui est l'énergie féminine, introspective, qui se prend la nuit, qui est une substance, psychoactive, psychotrope la plus puissante du monde. Enfin, une des plus puissantes parce que, je pense qu'il y en a d'autres qui sont moins connues. Et si tu veux, cette plante, elle est connue par les ayahuasqueros. Donc je vais pas dire chaman parce que souvent on utilise ce mot-là pour l'Amazonie alors qu'il vient de Sibérie. Donc je vais dire ayahuasqueros et curanderos ou huachumeros. Donc ayahuasqueros, c'est les curanderos, donc les guérisseurs qui soignent avec l'ayahuasca. Curanderos, c'est un guérisseur, curandero, pardon. Et Huachumeros, c'est les guérisseurs qui soignent avec le Huachum, avec l'énergie masculine qui se prend le jour, qui est un cactus, heu et heu et voilà, qui est très extraverti comme énergie. C'est pas une énergie pour rentrer à l'intérieur de toi, comprendre tes mémoires anciennes et tout ça. C'est plutôt une énergie pour juste être dans le mouvement. C'est plutôt masculin, tu vois? C'est plutôt voilà, cette énergie, du jour et du soleil. Et donc la liane ayahuasca, elle est connue par les ayahuasqueros pour faire le lien entre le monde, des vivants et des morts. Bon, le monde des esprits, et c'est là qu'en fait tu comprends qu'il y a un lien en fait entre ces 2 mondes, donc ils n'ont pas rien à voir, hein, tout est lié. Et ça c'est important, tu vois? Cette interdépendance, je l'ai compris en théorie bien il y a longtemps, mais en pratique, je continue de la comprendre chaque jour et chaque seconde, tu vois? Parce que je vais pas dire: «Ouais, j'ai pris, une plante sacrée et hop, je sais tout», tu vois? Non, non, c'est en fait, c'est un travail de chaque jour, de s'éveiller au monde chaque jour et de mourir au monde. Après, on peut appeler ça comme on veut, mais en fait, c'est là qu'on comprend que c'est le même cycle. Chaque minute, tu vois, le moi d'il y a une minute, il est mort et en fait, il existe pas. Il y a que le maintenant qui existe, et ça, je l'ai compris profondément grâce aux plantes. C'est pas les humains qui m'ont fait comprendre ça, c'est les plantes, en fait, et c'est pour moi, les plantes m'ont plus enseigné que toute ma scolarité, tu vois? En une fraction de seconde avec une plante, pas n'importe laquelle, parce que c'est la reine des plantes, l'ayahuasca, et le wachuma, c'est le roi des plantes. Et donc quand tu prends ces 2 plantes-là, tu comprends que déjà on n'est pas grand-chose. On est, de la terre quoi, de l'humus, aggloméré, des minéraux et cetera. Bon bref, on n'est pas grand-chose, et donc ça cultive ton humilité. Quand tu prends ces plantes-là, tu comprends que tu n'es pas grand-chose et que de toute façon tu reviendras à la terre quoi qu'il arrive. Donc déjà ça fait du bien, tu vois? Une leçon d'humilité comme ça réancre, ça te permet de recomprendre, les enjeux du présent, et donc après, ben, bah, du futur, puisque en fait, c'est la même chose, quoi. Hem, mais c'est important de faire les bons choix maintenant, et donc ouais, ça, je l'ai compris avec les plantes, profondément, tu vois? Avec les plantes sacrées, et je m'égare un petit peu, je me rappelais plus la question. Moi non plus, je sais plus, mais du coup, dans la continuité, ça t toutes ces prises de conscience-là, elles t'amènent aujourd'hui à planter des arbres fruitiers dans un projet de création de forêt nourricière. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, oui, oui. Alors, donc je plante des arbres,
pour créer une abondance, je plante des arbres de variétés rustiques, anciennes. Je plante aussi des arbres qui viennent d'ailleurs. Je suis pas dans un dogme, tu vois. Je suis pas dans le dogme où je veux absolument rester avec les plantes qui existent, les plantes françaises, franco-françaises, parce qu'en fait, les tomates, les patates, etc., c'est pas des trucs français, tu vois. Je veux dire, ça vient d'Amérique du Sud. Et là, par exemple, donc on a planté dans cette forêt nourricière des classiques, on va dire, donc pruniers, pommiers, poiriers. Qu'est-ce qu'il y a de classique? Pommes, pêche, poire, tu vois, enfin tous les classiques en gros qu'on connaît en France. Et aussi, on a laissé de la place parce que je le fais pas tout seul, cette forêt nourricière, je la fais avec ma femme, mon amoureuse. Et donc c'est beaucoup plus facile à deux parce que ça prend beaucoup d'énergie de planter des arbres, mine de rien. Et, et on a aussi laissé de la place pour tout ce qui est d'ailleurs, les kakis par exemple, enfin les plaques miniers, les azis miniers. Tu vois, ça c'est des goûts, enfin c'est un goût de banane mangue et ça pousse à moins 25 degrés, les pieds dans l'eau. Et comme nous on est dans le Limousin, on s'est dit non mais attends, moins 25 degrés, les pieds dans l'eau. Ici, on avait plutôt des problèmes d'humidité, de sol trop humide, et en fait on s'est dit mais en fait un arbre qui vient d'Amérique du Sud, qui pousse dans les bas-fonds des rivières, peut s'adapter en Europe facile quoi. Et ça c'est prendre conscience que la biodiversité elle s'arrête pas à nos frontières, tu vois. Elle est planétaire, cette biodiversité. Et pourquoi pas, à ce moment-là, amener des bananiers comestibles ici pour éviter de les amener de là-bas. Enfin, il y a beaucoup de solutions qui existent, en tout cas pour ramener de la cohérence dans l'alimentation parce que ce qu'on est, c'est ce qu'on mange. Donc, si on mange quelque chose de cohérent, en théorie, voilà, ça va être cohérent aussi nos actions et ce dont on se nourrit, si c'est cohérent, normalement, ce qu'on va faire, ce sera en théorie cohérent. Enfin voilà, je suis en recherche de cohérence. Tu vois. On essaye de créer des bulles de cohérence dans un monde qui perd du sens, en tout cas dans des institutions qui n'ont plus de sens, en tout cas dans lesquelles on ne se reconnaît plus. On a envie de faire éclater toutes ces cases, tu sais, dans lesquelles on essaye de nous ranger. Et en même temps, en fait, c'est pas, il faut pas aller, éclater, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est plutôt les refaçonner de l'intérieur, tu vois. Rentrer dans ces cases et puis en fait, pas les détruire parce que c'est pas vraiment le terme, mais on pourrait dire, je sais pas moi, les recycler, tu vois. Je sais pas, comme fait la nature, quoi, transformer les anciennes choses qui sont tombées par terre et qui sont obsolètes en quelque chose de vertueux qui va nourrir quelque chose d'autre, quoi. Mmh. Ouais, c'est Donc vrai, voilà ce qu'on essaie de faire. c'est chouette et c'est vrai que cette notion-là de ce positionnement aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, on connaît les différents enjeux environnementaux au niveau de la biodiversité et de toutes les grands enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, auxquels on sera amené de plus en plus à être confronté, dans les temps à venir. On peut observer que, bah, au niveau de la société, comme tu disais, il y a des choses des vieux, c'est un peu l'image dans une forêt d'un vieil arbre, très grand arbre, un vieil arbre mort qui est là depuis bien longtemps et puis qui est là et qui est en train de tomber, qui est en train de faire beaucoup de bruit avec lui et nous, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on est à côté? Est-ce qu'on est la forêt qui pousse? Est-ce qu'il y en a qui restent sous l'arbre et c'est peut-être pas bon d'y rester sous l'arbre trop longtemps et il y a ceux qui poussent de l'autre côté pour que ça aille plus vite et bref, c'est comment est-ce que toi tu te positionnes aujourd'hui, par rapport à tous ces enjeux-là? Parce que, aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, on parle de plus en plus du vivant, peut-être pas sous ce nom-là, mais on parle de l'écologie du vivant. Comment est-ce que tu vois les choses, avancer aujourd'hui et qu'est-ce qui te voilà, toi, ton positionnement, ce que tu fais et comment est-ce que tu vois ces différents courants, vers quoi on se dirige au niveau de l'écologie et ce qu'on peut faire nous, en fait? Mmh, alors moi, je dirais qu'il faut se concentrer, tu vois, j'ai failli répondre, par quelque chose voilà, d'autre, mais je dirais qu'il faut se concentrer sur le positif. Parce que du négatif, je pourrais tergiverser des plombes là-dessus, sur tout ce qui se passe de pas bien, mais en fait, il faut se voir tout ce qui se passe de génial. La solidarité, les gens qui n'ont plus rien à manger, qui se rendent compte que si demain, les supermarchés se vident, comment on fait? L'autonomie alimentaire. Donc ça pose des questions fondamentales de subsistance, de survie d'une société. Et alors on peut le voir comme: «Ouh là là, c'est horrible, plus personne n'a à manger». Ou alors on peut se dire: «C'est génial,
on a tout à recréer, on doit tout refaire pour recréer une autonomie alimentaire locale, saine et donc on n'a plus le choix que de s'allier, de s'unir, de faire tomber nos barrières, entre les gens, barrières, qui peuvent être sociales, au niveau des opinions et cetera. Tout ça, en fait, il faut réussir à faire table rase de tout ça et se dire: «Bon, demain, comment on mange?» Comment on mange et qu'est-ce qu'on défend comme modèle d'agriculture? Parce que, voilà, aujourd'hui, on voit bien, il y a un désir de reconnexion à la terre parce qu'on sent bien que, il y a quelque chose qui n'a plus de sens et on est en quête de sens. Heu, Qu'est-ce qui se passe de positif? Qu'est-ce que je peux faire de positif? Ce que je peux faire maintenant dans le présent, en hiver là, de positif qui aura un impact dans 20 ans, aussi positif? Bah, c'est vrai que planter des arbres, c'est génial parce que ça te permet de te projeter dans 20 ans, ça te permet de te dire, bah, là, au lieu d'être un terrain vague, ce sera une forêt nourricière et dans 20 ans, si quelqu'un a besoin de manger, bah, il pourra venir ici et ça a du sens et ça rapporte du sens. Il y a toute la mise en abîme de l'arbre quoi, l'enracinement parce que ça t'enracine aussi de planter des arbres. Ça te permet de te projeter sereinement dans l'avenir, parce que la fructification, ça met du temps, il faut le temps que voilà, que tout ça, ça s'assimile, que ça fructifie, et après on va cueillir les fruits de tout ce qu'on plante maintenant, de toutes les graines qu'on plante ou les arbres, qu'on plante. On va les cueillir dans des années et heu et donc ça travaille aussi l'humilité quoi, de se pencher sur les solutions, tu vois? Tu te dis, ben, je peux faire peu à mon échelle, ça paraît rien, mais en fait, dans 20 ans, ce sera une forêt, quoi. Donc heu pas désespérer, je dirais, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à se laisser happer dans cette peur, en fait, de l'avenir, mais tout simplement se rappeler que l'avenir, il s'écrit maintenant, quoi et dans nos actions, d'aujourd'hui et du présent. Voilà, juste, aborder je dis c'est facile à dire, hein. Moi-même, j'ai des angoisses, je veux dire parfois par rapport à l'avenir et cetera, mais c'est parce que je suis pas centré. Tu vois? Si je me centre sur quelque chose qui a du sens et ben, peu importe en fait que la vie enfin je veux dire, on va tous mourir un jour donc qu'est-ce que je fais maintenant qui me permettra sur mon lit de mort de me dire, «Je suis bien», tu vois? Je meurs en paix, tu vois? Mmh. Et je pars et je repars en paix, quoi. Je suis venu pourquoi? Est-ce que je suis venu pour bosser, 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 pour une multinationale, dont je partage pas des valeurs? Ou est-ce que je suis venu pour planter des arbres, des plantes et être en lien avec mes frères et sœurs, humains? Voilà, c'est des questions, qu'on a le droit de se poser et moi que je me pose depuis, tu vois, depuis longtemps et que j'ai posé, des questions aussi à des plantes, à des esprits, après on y croit, on n'y croit pas. Moi, tant que je n'avais pas expérimenté, je n'y croyais pas, puisque ça me paraissait, si tu veux, tout ce qui est impossible pour mon intellect, ça me paraissait, voilà, j'étais très sceptique et donc je comprends que des gens soient sceptiques quand je parle d'esprit, je parle de parler avec des arbres, communiquer avec des plantes et cetera. Mais si ces gens sont sceptiques, je leur dis: «Beh, fais-toi ton expérience. Moi, je suis personne pour se dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Par contre, fais ton expérience et avant de juger ou tu vois, de tirer une conclusion, il faut avoir expérimenté la chose, en fait, pour en parler. C'est comme, enfin, voilà, c'est parler de ce qu'on sait, en fait et moi, j'essaie toujours de parler de ce que je crois savoir ou ce que je sais à peu près, tu vois? Sinon je me tais et je dis: «Je sais pas». Mmh. Je sais pas et voilà et je reconnais que je sais pas, tu vois? C'est toujours cette histoire d'humilité qui revient, tu vois? D'humus, d'humain, cette racine-là, qu'on a tous en commun. On a des terrains en commun, quoi. Même si on a plein de différences, on a plein de choses en commun et en fait, il faut plutôt chercher, ce qu'on a en commun que ce qu'on a de différent parce que c'est ça qui nous relie. Ouais et puis c'est vrai que quand on regarde, on est tous des humains et donc on a tous plus ou moins, pour ne pas dire tous les mêmes besoins puisque, comme tu disais, se nourrir, se vêtir, se loger, se chauffer, vivre ensemble, il y a pas grand enfin, on a tous les mêmes besoins fondamentaux et donc, quand on quand on connaît, comme tu le disais, l'abondance, de la nature puisque une graine, ça donne des milliers de fruits après, des centaines de fruits.
Enfin voilà, la nature est abondante par définition et puis, c'est quelque part nous, par nos différents schémas et notre passé qui, créons, le manque quelque part par nos différentes peurs et cetera et nos façons d'agir. Mais comme tu le dis, de voir cette, enfin de disons se tourner vers les solutions et créer, enfin en tout cas chercher à créer quelque chose qui est de différent pour demain, c'est vraiment chouette et puis pour aussi rebondir sur ce que tu disais, de toute façon dans le podcast, c'est aussi la philosophie de prendre en fait, ce qui nous parle, avec on a chacun une notre intuition, notre sens critique, notre bon sens et puis chacun se fait sa propre vérité et c'est chouette justement d'avoir des partages d'expériences comme tu le disais authentiques et des choses qui ont été expérimentées et vécues et puis après chacun se fait son propre avis avec tout ça et c'est fantastique. Et donc pour revenir sur cette, sur ta rencontre avec les plantes, est-ce qu'il y a des messages, des choses qui t'ont vraiment impacté, qui t'ont, des messages que tu as reçus ou que tu as voilà, entendus, vécus, qui t'ont transformé, qui t'ont aidé à évoluer? Oui, tout à fait. Ouais, il y a des choses que je peux raconter. Je pense que oui. Hem, Bah, alors chaque plante que j'ai pris, chaque plante sacrée, bon tout est sacré si tu veux, chaque plante est sacrée, mais il y a quand même chez les plantes une hiérarchie, une forme de hiérarchie. Je sais pas si c'est le bon terme parce que je parle avec mon intellect là et donc l'intellect ne peut pas saisir, la complexité, la subtilité de ce monde-là. Là, j'essaye de retranscrire, v pas vainement, mais presque, tu vois? Avec des mots ce que j'ai cru comprendre de ce que la plante m'avait dit, tu vois? Donc Mmh. apprendre avec, des pincettes et puis, et je vais faire en sorte d'utiliser les mots qui sont le plus adaptés. Des messages que les plantes ont pu me transmettre, regarde autour de toi, regarde chez toi. Parce que moi, je suis allé en Amérique latine, tu vois, pour rencontrer cette plante. Enfin, j'y suis pas allé pour ça, mais elle est arrivée sur mon chemin ou je suis arrivé sur son chemin, je sais pas trop, parce que, je sais pas trop qui a décidé que j'allais prendre cette plante, c'est moi ou elle. Mais en tout cas, je crois que, ouais, un message, qui est assez universel, c'est, regarde autour de toi, quoi. Regarde la richesse de ton environnement. C'était ça un des messages. J'étais là-bas et elle me dit: «Regarde, toi en France, dans ta vie, la richesse, de ton environnement, des plantes qu'on a là-bas aussi», tu vois? Enfin ici pardon, en France, en Occident. Et ça a été une des premières claques, tu vois? Genre, je suis là-bas, à l'autre bout du monde, en train d'essayer de trouver du sens à ma vie et en fait, la plante me dit: «Mais en fait, t'inquiète, tout est déjà là, en fait. Tout était déjà chez toi, en fait. Tu es venu chercher ce que tu as déjà chez toi». Ça, c'était un des premiers enseignements. Hem, heu, Ça, c'était avec l'ayahuasca. Après, avec le wachuma, mmh, il y a eu, le wachuma, c'est le cactus, c'est un cactus, sacré, hem, qui contient de la mescaline. Donc souvent on parle de la mescaline par rapport aux sorties de corps et cetera et c'est vraiment ce qui se passe en fait, c'est que tu peux sortir de ton corps. Mais ça on peut le faire, on le fait chaque nuit, tu vois? On le fait chaque nuit avec la DMT et pour revenir à la DMT, la diméthyltryptamine, cette molécule qui est commune à quasiment la totalité du vivant. Beaucoup de végétaux, pas des minéraux, mais les végétaux, les animaux ont de la DMT naturellement sécrétée dans leur, cerveau par leur glande pinéale. Et chaque nuit, tu vois, quand on rêve, c'est de la DMT, de la diméthyltryptamine qui se répand dans notre cerveau et qui fait qu'on rêve. En fait, certains, je crois que c'est Descartes qui avait dit que c'était la molécule de l'esprit, ou un autre philosophe, je me rappelle plus si c'est Rousseau ou Descartes. Et il avait pas tort. Je pense qu'avec les mots, on pourra pas dire ce que c'est, mais je pense bien que cette molécule-là, c'est une clé de la compréhension de notre existence et de notre relation au vivant. Ça, on peut mieux le comprendre si on lit le bouquin, de Jérémy Narby, Le serpent cosmique. Lui, c'est un anthropologue et qui a pas mal étudié l'ayahuasca et qui en a pris avec les tribus, amazoniennes. Depuis, il est devenu ayahuasquero lui-même
Et donc, en tant qu'occidental, il arrive à retransmettre pour nous, sous la forme de l'intellect, avec des mots et avec de la science même, des messages des plantes. Donc, il y a une bibliographie là-dessus aussi. Et si tu veux, tous ces messages-là, moi, je croyais que j'étais fou quand j'ai pris cette plante-là. Je croyais que je comprenais plus rien, tu vois. Toute ma conception du monde a été balayée. Tout ce que je croyais vrai a été balayé en une fraction de seconde. C'est dur à expliquer parce que le temps dans ces états de conscience modifiés n'est plus chronologique. D'ailleurs, c'est là que j'ai compris que le temps, voilà, c'était assez relatif aussi comme histoire. Et donc, pour parler du Wachuma, pour un peu revenir sur le cactus, l'énergie masculine, le Wachuma m'a complété la vision de l'ayahuasca. L'ayahuasca m'a donné on va dire une moitié de la vision, la moitié, l'énergie féminine, donc une moitié de la vision de l'unité. Et le Wachuma m'a complété ça avec plutôt des rencontres avec des esprits forts, tu vois, des jaguars. En fait, c'était pas des animaux, c'était vraiment des esprits. Et je sais pas, je pense que je peux le dire ça, tu vois. Il y avait 4 jaguars. Il y avait 4 jaguars. Il y avait moi, j'en ai vu qu'un, en fait. Pendant cette cérémonie de Wachuma, on était dans un Temascal, donc une hutte de sudation, tu vois. Un hammam à l'ancienne. Et donc, il y a ce jaguar qui arrive, tu vois, et je sens qu'il tourne autour de nous. Donc ça c'est pareil, hein. Tant que tu l'as pas vécu, moi je n'aurais jamais cru à quelqu'un qui me racontait ça, tu vois. Mais maintenant que je l'ai vécu, c'est vrai que j'ai changé ma vision là-dessus, parce que j'ai énormément de respect pour ces esprits maintenant, tu vois. C'est maintenant que je sais qu'ils sont là et qu'ils sont autour de nous en permanence, les esprits gardiens, tu vois. Et j'ai énormément de respect pour eux, et je pourrais pas me permettre maintenant de dire qu'ils n'existent pas, parce que c'est mon humilité qui parle, tu vois. Maintenant, c'est mon humilité qui parle, c'est pas mon intellect. C'est maintenant, moi, profondément, je sais. Voilà, je sais pour moi. Après, voilà, c'est ce qu'on veut. Et donc, j'ai vu un jaguar, tu vois, qui tournait autour de nous, et il était doré, mais doré d'or, quoi, hein, comme vraiment, c'était pas un jaguar avec des taches comme on connaît, tu vois, noir et jaune, c'était vraiment de l'or, quoi. Il brillait d'or, quoi. Et le soir, après, quand on est sorti de cet état de conscience, j'ai demandé à mon ami Wachumero, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui ce jaguar que j'ai rencontré? Il me dit, ah, ils t'ont laissé voir, ils t'ont laissé le voir, le jaguar, il t'a laissé le voir. Donc déjà, il se montre pas si on n'est pas prêt à les voir. Si on n'est pas voilà, si on n'est pas prêt, ils se montrent pas. C'est tout simple. C'est eux qui décident, c'est pas nous, si on les voit. Enfin, c'est un peu nous aussi, parce qu'on peut décider de se mettre en réception. Je sais pas comment expliquer, j'essaye d'expliquer avec des mots, tu vois. Et ensuite, donc le soir, je dis à mon pote Wachumero, je lui dis que c'est devenu un ami, tu vois. C'est parce que les gens avec qui je tourne, c'est aussi des gens avec qui j'ai un lien profond, pas seulement je tourne parce que t'es un guérisseur, machin. Non, c'est parce que humainement, il y a quelque chose qui se passe. Humainement, on est lié et on le sent. Et quand on a conscience de ce lien, voilà, c'est comme ça, ça passe, le courant passe, tu sais pas comment expliquer, tu vois ce que je veux dire, parfois le courant passe avec des gens et pas d'autres, et donc c'est pour ça que tu décides de créer quelque chose avec eux, etc. Et il me dit, ah, ils t'ont laissé voir donc ce jaguar doré, et il me dit, il y en a 4. Il y en a 4 des jaguars qui gardaient la cérémonie. Il y a le jaguar plateado, donc argenté, dorado, rojo, negro, donc doré, rouge, noir. Il y a 4 jaguars. Et là, j'ai fait d'accord. Parce que antérieurement, dans des cérémonies d'ayahuasca, cette fois, j'avais vu un jaguar. J'avais une vision d'un jaguar, si tu veux, scindé en deux, avec un côté jaguar normal, comme on connaît, tacheté jaune et noir, et de l'autre côté, un jaguar noir. Et donc, côté obscur, côté lumineux, tu vois. Mais pour dire, c'est en nous et ça forme un. Et donc, j'ai compris, en fait, à ce moment-là, et après, enfin, si tu veux, après, plus tard, j'ai appris qu'il y avait des jaguars noirs. Et là, je me suis dit, mais c'est génial. Des jaguars noirs avec des taches.
Et en fait, si tu veux, donc j'ai appris par les plantes des trucs que je savais même pas par mon intellect. Et par mon intellect, je les avais toujours pas compris. Et tu les comprends des mois après ou des années après. Tu vois des messages comme ça qui te viennent et en fait, tu les comprends pas parce que c'est trop subtil. Sur le coup, tu le comprends profondément, mais c'est même pas de la compréhension, tu vois, c'est là. Et donc, comme c'est, bah, ça suffit, quoi. Et t'as pas besoin de le comprendre ou quoi, c'est devant toi, tu vois. Et après, quand ton intellect recommence à essayer de comprendre ce qui s'est passé, là, il faut que tu interprètes, il faut que tu poses des mots dessus, il faut que tu essayes de comprendre ce qui s'est passé pour mettre des mots dessus et communiquer, transmettre ton expérience, quoi. Et c'est pour ça que l'image, tu vois, elle est plus puissante pour moi que les mots, enfin, en tout cas, dans une certaine mesure. C'est parce que les plantes, il y a un super bouquin de Jean-Pierre Chaumeuil qui s'appelle Voir, savoir, pouvoir, qui est conseillé par Jérémy Narby dans une interview et qui t'explique que les plantes, elles te montrent, tu vois, maintenant tu sais et maintenant tu peux. Il faut voir d'abord, en fait. Tant que tu ne vois pas de tes yeux, et après la vision, on peut presque la comparer à l'expérience. Je sais pas comment expliquer ça, mais voir, savoir, pouvoir. Tout ça pour dire ça. Et que le pouvoir de l'image, pour moi, le cinéma, et d'ailleurs dans la série Guérisseur du Monde, il y aura des retranscriptions de ces visions que j'ai eues pour les transmettre sans avoir besoin de... Parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça, en fait, de ces plantes, parce qu'elles sont très puissantes. Et elles peuvent tuer aussi. C'est pour ça que souvent, tu vois, en France, surtout en France, les plantes, c'est assez tabou comme sujet. Parce que ça fait peur. Et puis, parce qu'il y a aussi des lobbies puissants, pharmaceutiques, pour qui ces plantes, c'est des menaces, en fait. Parce que ça ferait vendre moins de médicaments si, avec une plante, tu te mets à pouvoir guérir des choses incurables, soi-disant, tu vois, par la médecine moderne. Et même dans la médecine moderne, tu as des gens très bien qui trouvent des super traitements contre le cancer, contre X choses, et qui du jour au lendemain, ben non, votre médicament, il n'est pas rentable pour nous, donc on va pas le mettre sur le marché, tu vois. Et ces plantes-là, en fait, elles sortent de tout ça, elles sont beaucoup plus nobles que ça. Elles ont cette noblesse, cette pureté que les humains parfois n'ont pas, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que je trouve qu'elles sont des enseignantes magnifiques, elles attendent rien en retour, tu vois. Elles te donnent et elles te disent, elles te montrent, et après tu fais ce que tu veux. Elles te laissent ton libre arbitre, mais tu ne peux pas dire que tu ne sais pas après. Tu es face à toi-même, en fait. Elles te mettent face à toi-même. C'est comme un miroir. Et elles te montrent tes défauts, tes qualités, et puis après tu peux bosser dessus, etc. Voilà. Merci beaucoup. C'est, justement, est-ce que tu as envie de parler de ta série Guérisseur du monde qui va sortir prochainement et parce que tu es parti à la rencontre justement de ces guérisseurs-là un peu partout et de pouvoir partager, comme tu disais, ces anciens savoirs ancestraux, cette sagesse et disons, ces savoirs anciens curatifs par rapport aux plantes et aux éléments. Ah ouais, ouais, mais pour moi, je te dis, ça a changé ma vie de toute façon. Donc, je sentais qu'il fallait le retransmettre parce que ça n'avait pas de sens pour moi de le vivre et de le garder pour moi, tu vois. Il y a ce truc en nous de quand on sait quelque chose, il faut le retransmettre. Après, on va pas chercher à expliquer pourquoi, mais je pense que ça a un lien avec notre survie, je pense. Dans notre histoire, on devait se transmettre les choses pour survivre, tout simplement, je pense. Parfois, il faut pas chercher bien loin. Et donc, tu veux que je te dise des choses par rapport aux plantes? On- Oui, et puis ta série Guérisseur du monde, peut-être, qu'est-ce que tu as vu de différent? Parce que justement, on parlait de ce regard-là, de cette différence entre le monde occidental par rapport à la santé. C'est quoi la santé? C'est quoi les plantes? Enfin, pour caricaturer un petit peu, les plantes, c'est dangereux, c'est inconnu, ça peut tuer, ça peut, Mhm. voilà. Et le corps, bah, on se sent, disons, on se déresponsabilise de notre santé. C'est quelqu'un qui va nous dire, une personne extérieure qui va nous dire si on est malade ou pas, si tout va bien ou tout va pas bien. Mhm. Et j'imagine que, disons que les guérisseurs que tu as rencontrés, ceux que tu as déjà rencontrés, ils ont une vision bien différente, de la vie, de la santé, de la médecine, de tout ça. Est-ce que tu as envie de partager Oui, justement? ça y est, je vois mieux la question. Alors,
les guérisseurs que j'ai rencontrés et guérisseuses, en fait, eux, ils ne soignent pas les symptômes, tu vois, ils soignent la profondeur. Parfois, ils soignent même les émotions. Ils soignent l'âme, en fait. On appelle ça, l'ayahuasca, en tout cas, ça s'appelle la médecine de l'âme. Tu vas dire ça à un médecin, il va te dire, bon, certains, en tout cas, médecins vont te dire, ouais, bon, arrête de fumer, tu vois, et redescends sur terre, va prendre bon, bref. Et prends-moi un bon Lexomil, là, tu vois. Et, euh, et donc, pourquoi en fait ces médecines-là sont beaucoup plus évoluées et beaucoup plus subtiles que la médecine euh, actuelle, c'est parce déjà, elles ne te considèrent pas comme un client ou tu vois, ou un malade. Elles te considèrent, en fait, te mettent pas une étiquette déjà. Elles ne mettent pas une étiquette, elles n'ont pas de rapport à l'argent. Ça, c'est très important aussi. Il n'y a pas d'histoire d'argent là-dedans. Les plantes, hein, je parle bien, je parle pas éventuellement des guérisseurs qui parfois peuvent demander une rétribution sous forme d'argent. Mais ça, c'est pareil, c'est deux poids, deux mesures. Tu vois, si tu as une cérémonie qui va coûter 1 000 €, faut se méfier. Si tu as une cérémonie qui va te coûter 100 ou 70 € juste pour que ça lui paye le voyage d'aller au Pérou, par exemple, etc., c'est différent. C'est juste pour que lui, il s'y retrouve aussi et qu'il puisse vivre convenablement. Donc, c'est deux poids, deux mesures. C'est pas l'avarice, mais c'est pas la pauvreté extrême, quoi. Après ça, on peut tergiverser des plombes sur l'histoire de l'argent dans les soins, mais moi, en tout cas, ça ne m'a jamais dérangé de donner, parce que l'argent, c'est quoi? C'est de l'énergie. L'argent, Evelyne, elle dit, l'argent, c'est l'art des gens. Et elle m'a beaucoup changé mon regard par rapport à l'argent. Pour moi, l'argent, c'était, tu sais, c'était sale, c'était pas sain. Mais en fait, après, j'ai compris que non, pas forcément. En fait, ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend ce qu'on en fait de cet argent. Si on l'utilise pour planter des arbres et qu'on le donne à un pépiniériste, ou si on achète sur une plateforme qui est très connue, dont je ne citerai pas le nom. Tu vois, c'est toujours ce qu'on fait avec les choses aussi. C'est là que voilà, il y a toujours à nuancer certaines choses quand on parle. Moi-même, j'ai du mal parfois à nuancer des choses et j'apprends, tu vois, je veux dire, j'apprends chaque jour, donc je suis pas parfait et personne, enfin, en tout cas, je pense pas être parfait, mais j'apprends, tu vois, j'apprends à comprendre un peu tous ces mécanismes énergétiques, etc. Au quotidien. Mais donc, pour revenir aux plantes, donc il y a pas ce rapport à l'argent. Elles n'ont pas ce rapport à l'argent. En fait, elles vont te voir comme tu es profondément, c'est-à-dire un humain de la vie, en fait. Elles voient la vie en toi. Et donc, elles vont voir, bon, je prends l'exemple de l'ayahuasca pour être un peu plus concret, elle va aller là où il faut, elle sait où elle doit aller, en fait. Tu vois, elle sait où elle doit aller et elle va te faire prendre conscience que ton corps te parle aussi. Et que dans ton corps, il y a une partie de vie qui est à toi, et il y a toute une vie qui n'est pas toi aussi, mais qui vit en symbiose avec toi. Et donc ça, elle va te le faire comprendre sous forme de vision, elle va te faire rencontrer ce microbiote, si je peux dire. Elle va te le faire rencontrer, en fait. Elle va pas juste te dire, tu as un microbiote, ça se passe comme ci, comme ça, ton intellect va comprendre. Non, non, elle te parle pas à l'intellect, elle te le montre sous forme vraiment d'image. Et donc, c'est beaucoup plus facile à comprendre qu'avec des mots, tu vois. C'est là, tu vois, tu rencontres l'intérieur de ton corps, tu vois. Tu vas comprendre, par exemple, ce que ton gargouillement de ventre veut dire. Tu vas comprendre ce que ce bruit de vent dans tel arbre, dans la feuille veut dire. Tu vas comprendre ce que ce brin d'herbe te dit. Et tu comprends là qu'en fait, il n'y a pas de séparation. Tu es aussi ce brin d'herbe dans une moindre mesure, mais tu peux communiquer avec lui. Tu n'es pas séparé de lui. Elle te montre l'unité, en fait, dans la dualité. Elle te le montre, elle te l'enseigne, mais sous forme vraiment palpable. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est elle va elle va te donner des clés de compréhension de toi et donc en te comprenant toi, bah tu comprends un peu mieux autour aussi. Mmh. Voilà. Et donc en fait, elle va t'aider à apprendre à te soigner toi-même, en fait,
elle va te montrer les mécanismes qui feront que là, tu pourrais être plus attentif à ce que tu manges, ce que tu mets dans ton corps, tout ça, elle va te le montrer et donc ça se fait aussi sous la forme d'une purge. Je dis tout ça, ça a l'air bisounours, mais ça peut se faire de façon très violente, hein, avec cette plante parce que c'est une plante purgative. L'ayahuasca toute seule ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une plante qui donne les visions en même temps. L'ayahuasca donne la nausée et la chacruna, mais il y en a d'autres qui peuvent donner les visions. La chacruna, c'est la pinturera, comme dit César, ou pintorcita. Ça veut dire qu'elle peint elle va donner des couleurs et de l'image à ce que la plante essaye de te dire de manière vibratoire. Bon, c'est un peu, tu vois, avec des mots tout de suite, ça fait très complexe, alors que c'est hyper simple sur le coup. C'est hyper évident. C'est une sorte de lucidité, tu vois, que tu acquiers et j'imagine que aussi le lendemain, tu as mal à des endroits de ta tête qui sont réveillés, tu vois, par ces plantes, des vieilles mémoires, des vieux endroits dans le cerveau qu'on a un peu arrêté d'utiliser parce qu'on évolue et donc on oublie, on se rappelle et on oublie, on se rappelle. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc, cette mise en abîme de l'existence après là-dedans. Mince, Et je voulais puis, en arriver à il quelque y a cette chose. notion de reliance, comme tu le dis, de voir qu'en fait, ben, de pas se sentir déconnecté de la nature et du vivant. Et donc, en fait, en se sentant relié à tout ça, ben, à quoi bon faire du mal autour de soi, puisque ça reviendrait à se faire du mal à soi-même. Donc, C'est ça. c'est peut-être, comme tu disais, par la vision, par l'image et par le déclic, enfin, par cette prise de conscience-là un jour qui fait que, bah, en fait, ça n'a aucun sens pour moi de jeter un plastique par la fenêtre quand je suis en voiture. Ça n'a aucun Mmh, sens de mmh. jeter mes déchets dehors. Ça n'a aucun sens d'aller tuer un animal si j'en ai pas besoin. Ça n'a aucun sens d'arracher telle plante ou je ne sais quoi, si voilà, s'il n'y a pas un intérêt derrière. Et donc, c'est toute cette vision-là que je trouve super intéressante de, bah, en fait, appréhender le vivant sous une autre manière où, comme dans tes films, on voit bien que l'humain est intégré, dans tout cet écosystème-là, en harmonie, c'est possible en tout cas, et qu'en fait, eh bien, on se recrée cette nouvelle, disons, des nouvelles, j'ai envie de dire formes d'habitation, c'est un peu ce qui est dévoilé dans Carter, mais ces nouvelles formes ces nouveaux arts de vivre et ces, nouvelles visions qu'on peut avoir du monde pour justement, se diriger vers quelque chose de plus harmonieux et de plus, comme tu le disais, des fois, on met des mots sur des choses qui peuvent paraître complexes, enfin, et quand on met des mots, ça devient complexe, mais des fois, juste de le voir et de dire: «Ah ouais, en fait, c'est simple, c'est facile, j'ai juste à faire ça. En fait, pour vivre, j'ai pas besoin de grand chose et je peux vivre, abondamment et dans presque la luxure avec un magnifique jardin qui donne plein de fruits et de plantes». D'ailleurs, toi qui cueilles souvent les plantes et enfin, toi qui as cette expérience-là, on parlait à un moment des différentes plantes et de leur utilité qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose aussi qui est intégré, j'imagine, dans tout ce que tu fais, c'est-à-dire de, repartager aussi ce savoir comme tu l'as dit le fait juste avant, repartager ce savoir des différentes plantes et leur intérêt pour l'humain et ce qu'on en fait. C'est quelque chose aussi que tu fais de retransmettre tout ça, dans ton activité? Oui, 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 ça me paraît important, tu vois? Ça me paraît important, aussi de dire aux gens, qu'il y a pas forcément bon, bah, les gens le savent, de toute façon, hein, les gens sont intelligents. Ils savent qu'il y a pas forcément besoin de ces plantes, en tout cas sacrées, pour comprendre tout ça. En fait, c'est aussi ce que les plantes te disent. Elles te disent: «Tout est déjà là», en fait. Tout ce que tu crois, vouloir aller chercher à l'extérieur, tout est en toi, toute la force est en toi. Hem, donc en fait, elles te disent que tu as pas besoin d'elles et ça c'est fort aussi, tu vois? C'est pas ce qu'un médecin va te dire, tu vois ce que je veux dire? Il va pas te faire prendre conscience de ta force intérieure. Enfin, il y en a certains, mais c'est quand même rare. C'est quand même rare, je veux dire c'est pas une majorité. Heureusement, il y a un éveil collectif qui se fait et donc il y a évidemment aussi des gens qui sont dans le personnel médical qui savent tout ça maintenant. Mais il y a aussi mais c'est eux les premiers à être stigmatisés, tu vois? C'est eux les premiers à être jugés par leurs amis dans les services quoi. Une petite anecdote, tu vois, avec, une infirmière,
de l'association Aidium qui m'a interviewé il n'y a pas longtemps, Bérangère, qui me disait moi, quand je servais des tisanes de thym, donc de plantes, à des gens qui avaient un rhume à l'hôpital, on m'appelait la sorcière. Tu vois. Et pour te dire le niveau, parfois, au sein même voilà, des institutions. Donc, tu as des gens qui savent que les plantes, parfois, c'est beaucoup mieux que les médicaments. Et surtout, on va pouvoir dire aux gens, mais regardez, la prochaine fois que vous avez le nez qui coule, vous prenez une tisane de thym et ça ira mieux. Et tu en as d'autres qui vont plutôt vouloir vendre des médicaments, quoi. Et c'est là que est toute la différence, quoi. Entre le rapport, ce rapport-là, il est très important, quoi. Et ça, dans la vente des roses, je l'avais vraiment mis en avant, ce côté nature égale pharmacie à ciel ouvert. La nature, c'est notre première pharmacie. Ça fait depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Alors, bien sûr, il y a des plantes qui tuent. Bien sûr, il y a des plantes qui font du bien. Ça, c'est en fonction de nous, mais il y a des plantes qui nous tuent, qui ne font aucun mal aux oiseaux et aux chevreuils. Donc, ces notions de bien et de mal, elles n'existent pas vraiment. Tu vois, dans le monde des plantes, et ça, je n'ai pas encore saisi toute la complexité de ce mécanisme-là. J'arrive toujours pas à comprendre avec l'intellect certaines choses, tu vois. Dans le monde des plantes, c'est très. Une fois que tu rentres là-dedans, oui, c'est des huiles essentielles, tu vois, par exemple. Nous, on fait des huiles essentielles qu'on cueille nous-mêmes à la main. La plante le sent, qu'on le fait humblement, qu'on se baisse pour la ramasser, qu'on le fait à la main, qu'on la respecte quand on la cueille, etc. Donc toute cette énergie va se retrouver dans l'huile essentielle, tu vois. Quand une plante est coupée à la machine et qu'elle a été plantée en rang, comme elle n'est pas du tout faite pour pousser en rang, et qu'après elle va être déchiquetée coupée avec d'autres plantes et que ça va faire une huile essentielle, toute cette énergie va se retrouver dans l'huile essentielle aussi. Donc, toutes les préparations de plantes, etc., c'est pareil, je veux dire, on peut avoir une super plante, mais qui va pas avoir le bon effet profond qu'on cherche, tu vois. Elle va avoir un super taux je sais pas, je dirais acétate de linalyle parce que c'est le premier truc qui me vient. Elle va avoir ça, la chromatographie va être parfaite, mais on n'aura pas été à comprendre vraiment si ça a été bien fait, entre guillemets bien fait, en tout cas dans le respect humblement. Et maintenant, il y a des machines qui permettent ça. Il y a des machines ça s'appelle le bioscope, mais il y en a d'autres. Je ne suis pas expert, mais il y a d'autres machines qui permettent de mesurer soit les taux vibratoires de n'importe quel élément, d'un minéral, d'un végétal, d'un yaourt. Voilà, tu peux tout mesurer. Et là, tu vois au niveau vibratoire ce qui se passe. Moi, je ne suis pas expert de ça, tu vois, donc je ne vais pas étayer, mais je sais que ça se fait. Et les gens qui le font, j'ai confiance en eux, les gens qui m'ont donné ces sources-là. Et eux-mêmes soignent avec ça, si tu veux. Et eux-mêmes soignent des choses qui selon la médecine traditionnelle, conventionnelle, ne s'expliquent pas. Tu vois, tout ce qui est psoriasis, maladie de peau, passeur de feu, etc. Ça, on s'ouvre petit à petit à ça dans les hôpitaux français. En Allemagne, en Suisse, il y a des services avec des magnétiseurs, des passeurs de feu, etc. En France, c'est très, très fermé, tu vois, à ça. Et donc, c'est aussi pour ça un peu que je fais ces films-là, c'est pour montrer, les gars, il y a autre chose qui existe, tu vois, il y a ça, et c'était là il y a très longtemps. Et je dis pas que c'est the solution, je dis pas que c'est la solution, je dis juste que c'est une solution parmi tant d'autres et que parfois elle est plus bénéfique pour l'humain qu'un médicament de synthèse transformé, etc. Tu vois. Toutes les choses sont là autour de nous et même notre environnement, ça c'est un guérisseur qui était dans la vente des roses qui me l'avait expliqué. Quand tu arrives chez quelqu'un, souvent tu vas voir, maintenant tu regarderas, je sais pas si tu as déjà fait gaffe, mais tu vas chez quelqu'un et tu as du pissenlit qui pousse devant chez lui. Et en fait, ça veut dire que cette personne doit se détoxifier. Les plantes sont intelligentes au point qu'elles savent spontanément où pousser pour soigner les humains. L'ortie, ça pousse partout, sur les terrains vagues, etc. Tu vois, plein de médicinales dans comment il y a le gaillet gratron, enfin bon, on a plein de plantes médicinales, tu vois. La lavande, le thym, on connaît les principales, tu vois, mais si ça pousse spontanément autour de chez toi,
c'est que peut-être pas forcément systématiquement, mais peut-être qu'elle peut t'aider. Elle peut se faire je sais pas, une pesto d'ortie. Si tu as des orties qui poussent dans ton jardin, en fait, ça va être bénéfique pour toi. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, c'est dingue, cette intelligence qui nous entoure. Voilà, enfin, on y est relié à tout ça. Après, c'est aussi se mettre, comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'est se mettre en réception de ce savoir infini qui est autour de nous, tu vois, et auquel on peut se connecter en permanence. Mais ça se passe pas dans la tête, ça se passe à un autre niveau. Je saurais pas dire si c'est le cœur ou si c'est autre chose, tu vois, parce que ça, c'est encore des mots. Mais en tout cas, sous forme, ça se passe à un niveau beaucoup plus subtil, en tout cas. Et je pense qu'on va évoluer vers ça. Tu vois, on doit revenir vers ça. Je pense qu'on oublie ça et on y revient parce que je sais pas, on doit kiffer oublier, se rappeler des choses, j'en sais rien. Oui, et puis ce qui est beau, c'est que, en fait, c'est tout ce qui est à notre disposition déjà, qui est abondant, dont on peut se nourrir, en fait, et qui, en fait, de tous les points de vue, même d'un point de vue financier, d'un point de vue, tout ce qu'on veut, enfin santé et cetera. On a des plantes, comme tu disais, l'ortie, où on peut faire des choses fantastiques avec toute son utilisation. Le pissenlit, enfin, Le si on était sur le plantain. foie, le plantain, enfin, il y a tellement de plantes, Mmh. extraordinaires qui poussent, pour ceux qui ont un jardin, peut-être dans leur jardin et qu'on peut utiliser, enfin, je sais pas, je pense à la salade de pissenlit. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont excellentes et qui, en fait, bon, bah, ne coûtent rien et puis c'est juste à apprendre des choses basiques, toutes simples qui, vont nous servir et servir à plus que nous, quoi, et donc en Mmh. fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que moi aussi j'ai cette sensation-là que quand je fais quelque chose pour moi, bah, c'est pas obligatoirement, mais j'ai à chaque fois envie de le partager aux autres parce que c'est ce qui a du sens et donc voilà, c'est ce qui est et donc c'est pour ça que qu'on fait tout ça et qu'on discute maintenant, mais je trouve Mmh. ça fantastique justement de se dire: «Bon, bah, en fait, la nature, c'est peut-être pas comme, elle est peut-être pas comme on me l'a enseigné à l'école». Enfin, j'ai peut-être une vision de la nature qui est un peu, déconnectée, qui est un peu, s qui est, disons, qui est une vision avec un filtre et peut-être que je Mmh. peux voir la nature différemment et en fait, c'est donc valable pour la vie. En fait, c'est est-ce que je vois, la vie, la société, le monde avec les filtres de tous les problèmes dont il faut être conscient, je pense, si on veut faire des solutions? Mais est-ce que je regarde la vie et tout ce qui est avec le filtre des solutions de ce que je peux faire moi qui a du sens, quoi? Et quand justement tu le disais, enfin les plantes te disaient que ce pouvoir est en nous, quand on regarde tout ce qu'on peut faire rien que par nos choix de vie, par, ce qu'on a envie de nourrir en nous, dans notre corps, pour retrouver la santé, ce qu'on a envie de nourrir dans ce qu'on achète, ce qu'on consomme pour, son corps et pour le monde aussi. Enfin, tout est cohérent et quand on commence à prendre soin de soi et prendre soin de son corps, vraiment, on prend soin de la nature par extension parce qu'il y a plus de différence entre les 2 quoi. Il y a plus, comme tu disais, de séparation peut-être C'est ça. et c'est chouette quoi, justement de pouvoir se réapproprier ce savoir et de se dire que bon, ben, en fait, il y a plein de solutions possibles et voilà, enfin avec les je suis aussi passionné comme toi de plantation, d'arbres fruitiers, de forêts fruitières, de forêts nourricières, forêts comestibles, tous les noms qu'on peut mettre, mais c'est chouette de dire: «Bon, bah, en fait, l'abondance, et des en fait, comment dire? Il y a tellement de cette, d'ailleurs, est-ce que tu vas en parler, toi, de à quel point ça répond à plein d'enjeux, que cette possibilité-là qu'on a tous, par exemple, bah, de planter un arbre dans son jardin, Mmh. en fait, ça par rapport à tout ce qu'on vit et toutes les problématiques, l'air, l'eau et cetera, il y a tellement de bienfaits des arbres Mmh. que Mmh. Oui, oui, carrément. Bah, alors, juste avant de reparler vas-y. des bienfaits des forêts nourricières, c'est hyper intéressant ce que tu as dit par rapport à la nature. Ça m'a fait penser à un truc. C'est que, par exemple, les jardins à la française, tu vois comment est gérée la nature. On s'en est coupé, on a voulu décider ce que ce serait. Mais en fait, c'est qu'une illusion parce qu'on peut pas décider de ce que c'est. C'est et c'est comme ça. Donc, on a voulu s'en séparer en créant le concept de nature. Alors qu'en fait, on est dedans. Et en fait, on crée un concept à part pour nous faire croire, entre guillemets, qu'on en est séparés. Et dès qu'on sépare les hommes de la nature, c'est comme si on coupait tes racines. Enfin, on coupait nos racines. Tu vois? Et ça, c'est une chose qui a été faite consciemment. C'est une doctrine, tu vois? C'est quelque chose qui a été fait par des gens et ça se retrouve même sous la forme de livres, etc., d'idéologie, tu vois?
Et ça, c'est pareil dans Guérisseur du monde, il y a une personne qui explique très bien ça, c'est Thierry Gigourel, qui est un auteur journaliste qui vit en Bretagne, et qui est super gentil. Tous les gens que j'ai rencontrés, pour les films, ils sont géniaux, tu vois, ils sont très humbles et tout, et ça j'adore parce que tu te dis, ça c'est bon, je suis avec la bonne personne, elle n'a pas la grosse tête et tout, tu vois, c'est bon, il faut le mettre la lumière sur ces gens-là. Et donc lui, il explique en fait que ce lien qu'on a coupé avec l'homme, c'est sciemment que ça a été fait. Parce que il parle des chouans, tu sais, des chouans en Bretagne qui se faisaient chasser par l'Église. Et l'Église, enfin, certains membres, ça c'est toujours à nuancer parce qu'on dit l'Église et en fait après on va dire ouais, l'Église elle a voulu raser la nature. Bon, certains saints, en tout cas, Saint Martin de Tours, pour prendre un exemple bien concret pour pas stigmatiser toute l'Église, avait la rage contre la forêt. Il rasait les bosquets. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les bosquets, dans la forêt, se cachaient les chouans. Et en fait, les chouans, ça voulait dire hérétique parce qu'ils connaissaient les plantes. Ils avaient un savoir de barge, tu vois, par rapport à la nature. Ils vivaient dans la nature, donc ils n'étaient pas coupés de la nature. Et en fait, ça a voulu être détruit consciemment par une institution qui s'appelle l'État, qui a voulu assujettir les gens à l'État. Et donc les couper de leur environnement premier, la nature. Et on a créé le concept de nature, comme ça, la nature, il y a la nature et l'homme. Mais en fait, les deux ne sont pas séparés. Mais en termes de mots, tu vois, de concepts, d'idéologie, ils sont séparés. Et là, on crée un énorme malentendu. Mais c'est voulu, tu vois, ce serait. Enfin, voilà, c'est pensé, ça se retrouve même, tu sais, sous forme de livres, etc., sous forme d'idéologie. Parce qu'à partir du moment où tu coupes quelqu'un de ses racines, tu peux en faire plus facilement ce que tu veux. Tu peux en faire un citoyen. Tu en fais un citoyen, ça n'est plus un humain, ça n'est plus un être humain, c'est un citoyen. Il est assujetti à l'État, il est propriété de l'État. Et donc, à partir du moment où on a quelqu'un qui ne sait plus qui il est, qui ne sait plus d'où il vient, et qui ne sait plus qu'il appartient à la terre avant d'appartenir à un État qui existe avec des frontières illusoires, tu vois. Voilà, enfin, ça c'est important, c'était important pour moi de dire ça. Donc voilà, le guérisseur du monde, tu vois, c'est essayer de comprendre, donc de guérir des choses dans les gens, avec des mots, avec des compréhensions du monde, pour leur faire comprendre pourquoi on en est arrivé là aussi. Pourquoi on en est à tel point déconnecté, tu vois. Et en fait, Carter, c'est une réponse. C'est marrant parce que tu vois, c'est pas chronologique. Enfin, Carter, c'est la réponse. C'est une grosse solution. Tu vois, c'est-à-dire nos habitats, il faut qu'ils redeviennent compostables. Il faut qu'on se remette à habiter dans la nature, mais vraiment en lien avec, je parle de la nature primaire, donc les arbres, les plantes, la terre sous forme voilà, palpable, etc. Parce que si on n'est pas au contact de ça, on l'oublie très vite. Parce qu'on on est vite happé par l'extérieur, le monde des villes, le monde des machines, etc. Ça nous happe, c'est normal. Enfin, c'est nouveau dans notre histoire. Ça a un côté hyper génial pour parce que c'est nouveau et qu'on aime ce qui est nouveau. Au début, on en a peur et puis après, en fait, on aime ça. Et l'inconnu, quoi. Il y a cette histoire d'inconnu, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de la technologie? Est-ce qu'on l'utilise pour se mettre en avant, pour flatter son ego sur les réseaux sociaux, tu vois, par exemple, pour parler tu vois, de soi, ou est-ce qu'on l'utilise pour se transmettre des savoirs, pour se mettre en lien, pour planter des arbres? C'est toujours pareil, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait des outils qu'on a dans les mains, quoi. Et comment on les utilise et dans quelle mesure enfin, est-ce qu'on garde la mesure de ce qu'on a, quoi? Ou alors est-ce qu'on l'utilise à tort et à travers et ça part dans tous les sens? Et mince, tu me parlais de la nature, du concept Des et je. forêts nourricières, mais c'est vrai que la conscience, comme Oui, tu le voilà. disais, des outils qu'on a et de tout ce qu'on a à notre disposition, tu parlais de l'argent avant, bah, en fait, tout ça, c'est là et puis, bah, libre à nous d'en faire comment dire? On peut autant s'en servir du bon côté comme du mauvais, s'il y a un bon et mauvais, enfin bref. Mmh. Mmh. Mais tout ça pour dire que oui, en effet, il y a moi, c'était ma quête au début quand j'ai commencé à chercher dans
disons, à prendre conscience des différents défis, auxquels l'humanité, est en train de faire face et fera face dans les prochaines années, et ben, je me dis: «Bah, ouh là, on peut être très longtemps focalisé sur la pensée problème, sur ouh là là, problème, problème, Mmh. problème et on parle jamais d enfin, on parle jamais. Je ne voyais pas à l'époque de solutions, peut-être aussi parce que j'ai pas fait la démarche à l'intérieur de moi, je ne sais pas, mais je voyais pas à l'époque les solutions et c'est vrai que quand on est centré sur ce qui va pas, on se dit: «Ouh là là, c'est chaotique» et puis on peut peut-être être aussi tourné vers des solutions qui n'en sont pas. Parce qu'on est aussi focalisé problème et des fois on a des solutions qui nous sont présentées qui ont peut-être pas tant de sens que ça pour, aller à la racine du problème Mmh. et faire des choses qui ont vraiment du sens. Mais enfin bref et donc oui, ce retour à cette vision de la solution, des solutions qui sont là et en effet, ben, quelque part, heu, la la nature, nous, en tant qu'être, pleinement, faisant pleinement partie de la nature, on peut être des solutions aussi pour tout ce qui est, pour tout ce qui, vient et en fait, ben, voilà, quand on vient le chercher à l'intérieur, bah, c'est là qu'on peut peut-être se permettre de faire jaillir des choses, comme des C'est forêts, par génial. exemple. C'est génial ce que tu dis parce que tu vois, souvent on dit: «Ouais, les humains», en fait, j'aime pas cette espèce de courant qui fait qu'on dit: «Oh, les humains détruisent tout et tout». On met tout le monde dans le même panier, tu vois? Alors qu'en fait, quand tu regardes, vraiment, qui pollue, qui est responsable de la déforestation et cetera? En fait, c'est très peu de gens. C'est très peu de gens et on met tout le monde dans le même panier. C'est hyper important ce que tu viens de dire, c'est on est aussi une solution. On peut avoir un impact bonifiant, c'est à nous de choisir. Soit on plante des forêts nourricières, soit on déforeste. Mais on peut faire en fait, on peut faire les 2. On peut, par exemple, comme Ernst, Zürcher, il m'expliquait, une forêt, c'est pas grave de couper un arbre. C'est pas grave de couper un arbre si tu coupes un arbre qui va en laisser, par exemple, pousser d'autres, tu vois? Mmh. Dans la nature, parfois, tu as une tempête, l'arbre, il tombe, voilà, ça arrive, tu vois? Il est tombé et personne l'a coupé. Pourtant, bah, quelqu'un d'autre va prendre sa place et il va en fait, en se dégradant, il va nourrir le sol et cetera et en fait, on peut même les ingénieurs forestiers, si on arrêtait les coupes rases, par exemple, et ben, on pourrait très bien, couper un arbre par-ci, un arbre par-là, aller même les chercher en hélicoptère. Lui, il te démontre scientifiquement que c'est plus écologique d'aller les chercher dans des forêts en hélicoptère que de faire des coupes rases, tu vois? Et après, il te le démontre par A plus B, tu vois? Il te fait les calculs de kérosène et cetera et tu fais: «Waouh, c'est plus écologique d'aller chercher un arbre dans une forêt où c'est perdu, où il y a pas d'accès, routier, et d'aller, couper», enfin, ça, c'est un ingénieur forestier, tu vois? Donc c'est son taf. Et donc tu fais: «Waouh, il y a plein de choses en fait qu'on pourrait repenser», les coupes rases, c'est horrible, tu vois ce que je veux dire? C'est et en même temps, il y a tu vois, ça a une certaine beauté, ça tu la résilience de la nature qui repart. Pour prendre un exemple d'ici, c'est les châtaigniers, tu vois? Tu coupes toute une forêt de châtaigniers, ce qui va repousser, c'est que des plein de rejets de châtaigniers qui vont repartir des souches. C'est aussi ça, c'est aussi cette résilience-là qui, moi, dans un sens, me rassure parce que je me dis: «Même si on disparaît, ça disparaîtra pas, cette résilience-là, elle va rester et nous, en fait, on va pas disparaître, on va, tu sais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, on va se transformer, on va redevenir, de l'humus, on va redevenir autre chose». Je sais pas, j'ai pas les réponses, tu vois? Mais dans un sens, c'est très égoïste, d'avoir peur parce que en fait, c'est notre ego qui a peur. C'est notre ego qui a peur de mourir, c'est notre ego qui a peur, qui même la peur en fait, c'est naît, bon, je sais pas si c'est notre ego, en tout cas, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, je crois que c'est très égoïste d'avoir peur. Si tu es dans l'amour, si tu es dans la paix, intérieure, tu t'en fous de mourir parce que tu sais que c'est pas la fin. Tu sais que Mmh. c'est juste, une transformation. Et donc à partir de ce moment-là, tu peux pleinement assumer tes idées. Moi, en ce moment, je dis: «Je suis résistant», tu vois? Parce que je suis pas d'accord avec ce qui se passe au niveau politique. Je suis pas d'accord avec ce que le gouvernement, est en train de faire aux gens, d'imposer le port des masques aux enfants, d'imposer le port des masques aux grands, d'imposer la vaccination, d'obliger les gens, de ne pas respecter, le libre arbitre des gens. Ça, pour moi, c'est grave ce qui se passe, tu vois? Mais en même temps, dans un sens, je m'en contrefous parce que je sais qu'ils ne pourront pas arrêter ce qui doit se passer et de toute façon, c'est en train de se passer. Tout le monde se réveille, tu vois? Et en fait, ils sentent ça
Et donc, ils veulent emprisonner les gens parce qu'ils sentent cet éveil de liberté, cette prise de conscience, tu vois. C'est les gens, ils ont compris maintenant que tout ça, c'est de la mascarade, tu vois, qu'il faut tout recréer, que tout ça, ça s'effondre. Et maintenant, en fait, il y a une phrase comme ça, je sais plus si c'était Aristote, tu vois, qui disait pour voir quand un empire va s'effondrer, j'ai pas la citation exacte, mais tu sais, quand un empire s'effondre, c'est là que les lois liberticides sont plus, enfin, c'est là que les lois sont le plus liberticides quand un empire va s'effondrer. Et donc là, c'est criant de vérité, tu vois, c'est en train de s'effondrer, on le voit bien, ça ne répond plus aux enjeux. On est autonome en France, je crois, à 20% au niveau alimentaire. Ça, c'est l'enjeu premier en fait. C'est pas la vaccination. L'enjeu premier, c'est la santé. C'est ce qu'on mange. Nous faire croire on va être en bonne santé avec une injection, c'est une hérésie totale, tu vois, même au niveau scientifique. Enfin, je veux dire, c'est dingue d'en arriver là, tu vois. Et donc, faut rester serein, quoi. Faut pas se laisser happer par ce truc qui joue sur la peur, qui nous culpabilise, et cetera. Faut se dire: «Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce qu'on porte des masques? Est-ce qu'on se fait vacciner? Est-ce qu'on est des bons petits moutons?» Et est-ce qu'on écoute bien tout ce que des gens qui ne veulent pas notre bien, en fait, au fond? Parce on a l'air surpris, tu sais, à chaque fois de se dire: «Mais le gouvernement, il fait ça contre nous, il fait ça contre nous». Mais évidemment, puisque on est des sujets, on est des objets pour eux. On n'est même pas des êtres humains. Même en droit, même en termes de droit, on n'est même pas des êtres humains. On est des citoyens. Donc en fait, ils ont voulu nous retirer, tu vois, cette chose qu'ils ne peuvent pas nous retirer en fait. Il y a une illusion de séparation, mais en vrai, on est quand même la nature, on est quand même des êtres de la nature, des êtres de lumière. Et voilà, ils peuvent pas nous le retirer, tu vois. Donc en fait, à partir du moment où tu as conscience et tu as confiance en ça, tu es plus fort. Et après, au lieu de te prendre la tête à lire un journal, tu vas planter un arbre. Tu vois? Surtout, pas un journal mainstream, tu vois? Sur un truc indépendant. Et voilà, et en fait, après, il y a des solutions. C'est Einstein qui disait ça, tu vois? Pour un problème, je crois, il disait: «Il y a 10 solutions», tu vois? Mmh. Et vaut mieux voir les 10 solutions que le problème, rester dessus, tu vois? Et voilà, Et se et elles mettre en s lien. et elles sont nombreuses, comme tu dis, ces solutions et oui, en fait, moi aussi, c'est ce qui m'a rassuré, c'est de me rendre compte qu'en fait, que la nature, elle est, ben, quoi qu'on lui fasse, on aura beau brûler, toute la terre entière, demain et ben, elle renaîtra, en fait. C'est juste nous qui pouvons disparaître et en fait, la nature, quelque part, n'a rien à craindre de nous. Enfin, Mmh, mmh, je sais pas comment dire, mais sur le long terme, non. C'est nous qui avons ouais, à craindre de nous-mêmes et de nos propres agissements, mais et c'est vrai que quand on se rend compte de ça, on dit: «Bon, bah, en fait, les différents slogans, sauver la planète et oui, cetera, voilà, c'est trop drôle. c'est plutôt sauver l'humain d'abord et rentrer en cohérence, avec la nature et nous-mêmes» et oui et c'est cette, quand tu dis ça, ça me fait aussi raisonner sur le fait qu'en fait, il y a tellement de choses qui peuvent paraître, comment dire? Limitantes pour nous, restrictives et qui peuvent en fait avoir du sens. Je prends par exemple, je fais une balade dehors, je vois des déchets, il y a une part de moi qui peut dire: «Oh putain, fais chier, désolé de parler comme ça, mais fais chier, il va falloir que enfin, j'ai pas envie de ramasser ces trucs-là par terre, ça va être sale, quoi» et en même temps, moi, enfin, je peux pas faire autrement dès que je passe à côté d'un déchet, que je peux le ramasser, je le fais et quand on le fait et qu'on rentre chez soi, on se dit: «Mais en fait, je me sens nourri d'avoir fait ça». L'acte, peut paraître, d'un point de vue mental barbant, sale peut-être ou je ne sais pas et Mmh. en fait, quand on fait ça, en fait, c'est peut-être juste respecter sa propre nature et en fait, en faisant ça, ben, du coup, moi, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, ça me nourrit de faire ça. C'est pas je vais pas passer ma vie à faire ça, je vais faire d'autres choses que j'ai envie de faire mais c'est cette notion-là de en fait, ben, on peut être nourri de choses qui, à première vue, ne le sont pas, ne sont pas nourrissantes d'un point de vue bref et oui, en effet, bah, voilà, cette résilience de la nature, quelque part, bah, il y a plus qu'à nous, à nous permettre bah, de recréer ces environnements-là, qui sont idéales pour l'humain et pour nous, enfin et pour la nature, quoi. Parce que quand on regarde, comme tu le disais, au niveau de l'autonomie alimentaire, demain, si tout ça, si, la fée électricité, comme disait Armel Lupin dans un ancien podcast,
ou voilà, s'il a fait l'électricité et puis s'il y a plus de pétrole demain pour, à mettre dans les avions, dans les camions et cetera, ben, le monde, il sera peut-être pas très, très jojo, joli à regarder tout de suite et voilà, comment est-ce qu'on se réapproprie tout ça et qu'en fait, il y a voilà, c'est une des solutions, elle est là en tout cas de planter un arbre fruitier, des arbres fruitiers et on partage l'abondance et avec toutes les savoirs, comme tu disais au tout début, tous les savoirs qu'on a des différentes plantes qu'on peut aller, les différents arbres fruitiers, des plantes qui nourrissent en abondance et qui sont peut-être pas en Europe et qui sont adaptées à des climats comme le nôtre. En fait, on peut avoir des productions sur quasiment toute l'année aujourd'hui, avec des forêts nourricières, des forêts comestibles, forêts fruitières et en fait, la peur du manque qui est peut-être un des gros problèmes de notre société et qui nous fait agir de manière démesurée et qui nous fait peut-être, pour certaines personnes, nous rendre violents et ben, en fait, elle a plus de raison d'être si on met en place des choses, en cohérence, quoi. Exact. Donc tout ça pour dire que, ben, voilà, je vous invite vraiment à voir le film Carter qui est vraiment, vraiment, qui montre, comme je dis, les solutions, dans la joie, dans la simplicité et sans effort presque, j'ai envie de dire, ou très peu d'efforts et c'est vraiment, vraiment, vraiment inspirant et nourrissant et puis on a hâte de suivre, tes prochaines, aventures avec, Guérisseur du monde du coup avec ces nouvelles clés de compréhension peut-être, qu'on pourra y trouver sur comment est-ce qu'on peut voir, nos corps, notre santé et nos vies un peu de manière différente, d'un autre point de vue et bah, on arrive écoute vers la fin de ce podcast. Je vais te poser la question rituelle du podcast. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? Hem, Prenez soin de vous et plantons des forêts comestibles partout où c'est possible, heu, parce que en fait, c'est pas seulement planter un arbre, tu vois? C'est quelque chose ça réveille des choses en nous qui sont très anciennes, et je pense qu'on a tout en nous on a toutes les solutions en nous pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Maintenant, il y a plus qu'à faire, en fait. Maintenant, c'est plus, parler, c'est faire. Moi aussi, j'ai senti tu vois, faire un film, avec des gens pour parler d'un sujet et planter des arbres. C'est complètement, différent, mais les 2 peuvent, être complémentaires à la fois. Donc heu, donc en fait, on peut faire, les 2. On peut continuer à essayer d'éveiller, de transmettre, d'informer les gens à notre niveau. Il faut aussi, mettre la main dans la terre, mettre les mains, dans la terre, planter des arbres, prendre une pelle, une pioche et y aller, quoi. Mmh. Et puis, ça peut se faire tout bêtement, tu prends une pomme, tu la manges, au lieu de jeter le trognon, tu mets des pépins dans la terre et tu auras des pommiers. Et en fait, ça se fait assez, c'est simple, en fait, c'est très simple. Il y a pas grand chose à faire. Le reste, c'est l'énergie qui nous entoure, on l'appelle comme on veut, le chi, tu vois, les Chinois, ils appellent ça le chi, mais l'énergie universelle qui nous entoure. Heu, les Rapa Nui, ils appellent ça le mana, tu vois? Enfin, on a toutes les cultures avec conscience de cette énergie qui nous entoure, de cette intelligence, même de notre corps, tu vois? Je veux dire, enfin, notre corps lui-même, a une intelligence, tu vois? Et je pense pas qu'elle nous appartienne. Elle doit être beaucoup plus large que nous, quoi. Donc voilà, planter des arbres, planter des forêts nourricières et puis aimer la vie, quoi, aussi aimer la vie, ouais, chaque instant, quoi. Aimer la vie maintenant, quoi, parce que et puis surtout vivre dans une cohérence qui fait que tu ne regretteras pas de mourir. Moi, je trouve ça hyper important, tu vois? Vivre en cohérence avec tes valeurs, tes et même si c'est pas le mainstream, tu vois? Même si c'est pas le le courant principal, bah, c'est pas grave. Si tu sens en toi que c'est pas ça, je pense que c'est parfois de s'écouter, profondément, faire le calme en soi, arrêter d'écouter les autres, tu sais, qui te disent de faire ci, de faire ça, Startup Nation et tout. Tu vois? Tu te dis: «Bon, est-ce que c'est vraiment l'avenir dont on rêve? Est-ce que ça fait rêver, en fait, l'avenir qu'on nous propose aujourd'hui?» Bon, pour moi, la réponse est non.
Donc, je propose autre chose. Je dis pas juste non, 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 tu vois. Je crée autre chose. Je plante autre chose. Je sème d'autres valeurs. Et puis après, ça poussera pas. Mais au moins, j'aurais été en cohérence avec ce que je veux, quoi. Et puis même, tu vois, tu peux te regarder après dans une glace et dire à tes enfants, tu vois, j'ai tout fait. On a tout fait, tu vois. Après, si ça s'est pas fait, bon, bah, c'est que voilà, ça devait pas se faire, mais au moins, tu vois, au moins essayer, quoi. Au moins essayer de changer les choses pour un mieux à notre échelle. Déjà, si tout le monde fait ça, c'est gagné, en fait. Eh bien, merci beaucoup pour ce magnifique mot de la fin. Pour retrouver tes différentes œuvres, vous pourrez trouver dans la description tous les liens, également les liens des différents réseaux sociaux de Nikita pour suivre ses actualités et soutenir ses plantations et toutes ses activités. Et puis également, vous trouverez également le lien dans la description de la cagnotte Tipeee pour soutenir le podcast et mon projet de plantation de forêt fruitière en cours. Donc on a ça en commun et c'est chouette. Et voilà, ça promet plein de belles plantations en tout cas. Tu vois, c'est drôle parce que juste avant de euh, venir faire cette entrevue avec toi, j'étais en train de planter un arbre, tu vois. Donc, comme tu dis, en fait, ça peut paraître séparé et en même temps, c'est une continuité, en fait, tout simplement. Donc, merci beaucoup, Nikita, Merci, Benjamin. et à bientôt. Ciao.